Et bonjour à toutes et à tous. Oui, nous sommes de retour et vous êtes de retour aussi. On est sur la chaîne Twitch de Science et Avenir. Science et Avenir, la recherche s'est lancée sur Twitch il y a une semaine. On était jeudi dernier en direct pendant 1 heure et demie avec l'anthropologue Philippe Charlier qui nous a parlé du vaudou, qui nous a parlé des tables tournantes. C'était une première pour nous à Science et Avenir, la recherche. Et on s'est bien amusé, donc on a décidé de continuer l'expérience et on va essayer dorénavant, tous les jeudis à 17h30, d'être en direct sur Twitch avec un spécialiste, un expert, un scientifique, pour nous parler d'un domaine de recherche, d'un domaine de la science différent, jeudi après jeudi. Alors, Science et Avenir, la recherche, c'est le magazine que vous connaissez, le mensuel, c'est le numéro qui est en kiosque. C'est aussi un site internet quotidien qui, tous les jours, cartographie l'actualité des sciences. Et évidemment, depuis le début de la crise du Covid, on travaille beaucoup, mais avec un certain succès. Enfin, apparemment, ça plaît aux internautes. Donc, on continue sur cette trame-là. Et sur le site de Science et Avenir, vous pourrez retrouver en replay l'entretien que nous allons avoir aujourd'hui avec François Forget. François Forget, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour ce deuxième numéro du Twitch de Science et Avenir. François Forget, vous êtes planétologue. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences, et vous avez œuvré alors à l'ESA, c'est-à-dire l'Agence spatiale européenne, au CNES, c'est-à-dire l'Agence spatiale française, et à la NASA. Travailler à la NASA, ça doit être quelque chose quand tout petit, on se rêvait spécialiste des objets célestes. Travailler à l'Agence spatiale européenne et au CNES aussi, évidemment, ça doit être super. Mais la NASA, il y a un imaginaire tel. Comment on est à la NASA? Comment ça se passe? Il y a 2 choses à dire. La première, c'est que oui, ça correspond à un certain rêve. Moi, je travaillais dans un grand centre, j'ai surtout travaillé à peu près au total 3 ans dans un grand centre qui est, près de San Francisco, qui s'appelle le centre de recherche de Ames. Alors qui est spectaculaire parce que c'était à la fois une base aérienne, donc il y avait beaucoup d'avions spéciaux avec des pilotes qui partaient en scaphandre, etc. Et puis, il y avait juste à côté le gros simulateur de la navette spatiale. Donc, il y avait régulièrement tous les astronautes qui venaient avec leur petit TR4, là, le petit jet bleu et blanc que l'on voit souvent. Et puis aussi, je travaille avec des gens formidables. Mais là, c'est vraiment de la recherche. Parmi les gens avec qui j'ai travaillé, ce sont des gens qui travaillent sur plein de missions vers les différentes planètes. Ça, c'est mon métier, bien planétologue, donc étudier l'exploration du système solaire. Alors voilà, on a dit que vous étiez planétologue. Hein. Planétologue, ouais. C'est un terme spécifique. Hein. Finalement, il recouvre quelle réalité? C'est quoi votre sujet d'étude? Alors, mon sujet d'étude, c'est vraiment d'étudier les autres mondes, les autres planètes et aussi les lunes que l'on trouve dans le système solaire et qu'on trouve aussi maintenant. C'est une forme de nouvelle science, les planètes qu'on découvre maintenant et qu'on étudie autour des autres étoiles, ce qu'on appelle les exoplanètes. Donc, ça fait beaucoup d'endroits à explorer. Personnellement, mon angle de ma recherche favorite, mon domaine, c'est plutôt tout ce qui concerne le climat, les atmosphères, les glaciers, voilà. Je suis moins spécialiste en volcans, si dresser vous voulez. les bulletins météo des planètes ailleurs sur le système solaire, comme on va le voir Notamment, un petit peu par la ça, suite. c'est une de nos spécialités avec mon équipe. On étudie beaucoup le côté météo. Effectivement, par exemple, quand des sondes vont se poser sur telle ou telle planète, souvent c'est Mars, mais Vénus, Titan, eh ben, on est souvent derrière à faire des calculs pour savoir comment sera le vent, la turbulence, la densité. Donc, on fait ces choses-là. Mais par ailleurs, on essaie de comprendre pourquoi il y a des glaciers comme cela sur Pluton. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des océans et donc peut-être de la vie sur certaines planètes extrasolaires, etc. Toute cette gamme de recherches-là. Alors, on va tout de suite faire un petit coucou aux internautes qui commencent à nous faire des messages. Évidemment, posez-nous des questions, hein, on les prendra les questions, hein, on essaiera d'y répondre. Bonjour le Guépard 7, bonjour Yazog, pardon Yazog, j'ai écorché votre nom, 1204, bravo, bonjour Copernicien, voilà. Alors, donnez-nous des commentaires, on va les prendre à la volée. Cet entretien, il va durer 1 heure et demie. On va essayer de le segmenter en 3 parties, hein, on va essayer d'organiser un peu ça. La première partie, on va parler de l'exploration du système solaire, mais de l'exploration robotique.
des sondes, les rovers qu'on a déjà envoyés sur d'autres, sur les planètes voisines de la nôtre pour savoir un petit peu comment elles sont faites. Dans une seconde partie, on parlera de l'exploration humaine de certains astres du système solaire. Parce que, évidemment, il y a Mars, il y a la Lune. On est déjà allé sur la Lune, mais enfin, ça fait des années qu'on parle d'y revenir et on a l'impression que ça commence à arriver. Et enfin, François Forget, vous l'avez dit, il y a aussi ces planètes ailleurs du système solaire, les exoplanètes, qui font rêver, qui est une science plutôt récente, on le dira aussi tout à l'heure, et ça, on en parlera dans une troisième partie de notre entretien. Mais dans l'immédiat, pour rentrer dans le sujet, j'aimerais qu'on voit quelques images de SF avec les extraits d'un film qu'on a tous vu. Valentin, j'ai pas dit que Valentin Collia, mon confrère, mon collègue Valentin Collia, il était avec nous dans l'arrière-boutique, c'est lui qui fait toutes les manips, sans lui, il n'y aurait pas ce stream. Donc, si Valentin peut nous passer la vidéo, on va reconnaître tout de suite le film. Alors, la vidéo, elle va arriver et le film, il va nous montrer des images magnifiques de la planète Mars, qui a été mis en scène des kilos et des kilos de fois au cinéma, mais assez récemment, d'une façon plutôt réaliste, avec ce film de Ridley Scott qui s'appelle Seul sur Mars, et qui raconte comment un cosmonaute naufragé sur la planète rouge trouve les moyens et les ressources personnelles et les ressources extérieures pour survivre. François Forget, vous l'avez vu ce film, hein, j'imagine? Oui, plusieurs fois même. Je crois que c'est le film que j'ai le plus vu de ma vie parce que à la fois j'ai été le voir avec des journalistes, j'ai été dans des festivals où on m'a invité pour le commenter. Je le connais par cœur. Mais Alors, j'aime très bien. bon film, nous Ouais, dit très bon. LM Listo. Je pense qu'il a plu à beaucoup d'internautes et notamment pour son approche réaliste. Ils ont essayé de coller à une certaine vérité scientifique. On voit Matt Damon qui cultive des patates avec quoi d'ailleurs? Avec les déjections de ses camarades de vaisseau spatial, c'est ça, hein? Il faut de l'engrais, ouais, il faut des sels minéraux et des molécules organiques, donc oui, il prend ça aussi pour compléter la terre martienne. Alors cette image assez réaliste qu'on voit dans Seul sur Mars, bon, c'est pas toujours le cas au cinéma, hein. Il y a d'autres films qui ont il y a beaucoup de séries télé, hein, notamment aussi à l'heure actuelle, qui vont nous donner des images de la planète rouge. Il y a sur Netflix, il y en avait une il y a pas longtemps. Je crois qu'il y avait quelque chose avec Sean Penn. Ah oui, j'ai pas tout vu. Il y en avait une qui s'appelait Mars, puis une autre qui s'appelle Away ou quelque chose comme ça, qui était un peu moins réaliste, j'ai trouvé, mais j'ai pas tout regardé. Alors, si on parle de Mars, si on rentre dans le sujet avec Mars, c'est parce que l'année 2020, qui a été l'année pourrie pour tout le monde pour cause de coronavirus, ça a été aussi une année martienne. Ça a été une année martienne parce que plusieurs missions ont été envoyées vers Mars. Elles sont, je crois, toutes parties autour du mois de juillet. Et c'est vraiment un sujet d'actu parce que ces missions, elles arrivent sur Mars dans les jours qui viennent. François Forget, est-ce qu'on peut parler de ces trois missions martiennes? Vous voulez commencer par laquelle? Il y a, par exemple, Mars 2020. Alors, mars 2020, il y a oui, mars 2020, c'était la mission américaine. Donc effectivement, il y a eu 3 missions qui sont parties. Il se trouve qu'avec la géométrie des orbites entre Mars, la Terre, on lance les missions un petit peu avant que Mars arrive à notre hauteur, hein, en tournant autour du Soleil plutôt avant, la Terre tourne plus vite que Mars, donc avant de rattraper Mars, on envoie la mission et tous les 26 mois à peu près, on a une fenêtre, ce qu'on appelle une fenêtre de lancement qui permet d'envoyer. Donc là, c'était au mois de juillet cette année. Et toutes les missions sont en route et vont arriver en février, le 9, le 10 et le 18 février. Donc la dernière arrivée, ce sera Mars 2020, donc c'est le rover Perseverance, un rover très ambitieux. Ceux qui connaissent Curiosity, c'est-à-dire le gros rover qui est actuellement sur Mars depuis 2012, ça ressemble beaucoup. Mais là, il y a quelque chose en plus. C'est vrai, François Forget, que quand on voit des photos ou des images d'illustration de Persévérance et de Curiosity, on peut jouer au jeu des sept différences avec beaucoup de difficultés, hein. C'est du copier-coller quand même, non? Alors,
le châssis lui-même, le système de moteur, etc. ressemble beaucoup. Pour ceux qui connaissent bien, vous vous souvenez peut-être que Curiosity a eu plein de problèmes parce qu'il avait des roues en aluminium ultra légères et elles se sont déchirées sur les cailloux martiens. Donc, alors là, grand changement pour nous. Il y a eu un changement dans les roues qui sont plus robustes, plus solides. Vous allez voir, elles sont noires, elles n'ont pas la même couleur. Ça, c'est pour les ultra spécialistes. Le système d'atterrissage est un peu plus précis, il a été modernisé. Et puis surtout, les instruments qui sont sur la plateforme ne sont pas du tout les mêmes. Il y a beaucoup de différences. Il y a des choses qui sont intéressantes. Par exemple, tout ce qui concerne la caméra, il y aura des performances bien meilleures avec une caméra qui peut faire un zoom et même qui peut faire des films. Donc là, on aura quelque chose d'un petit peu sympathique. Ah, on aura des films? Ouais, normalement, il y aura des films. Donc pour peu qu'il y ait un peu d'action, je vous donne un exemple, avec une tornade de poussière qui passe. C'est vrai, sur Mars, les tornades de poussière, on les voit un petit peu dans le film Seul sur Mars. Il y en a vraiment. Ouais. Peut-être qu'on arrivera à en filmer une. Ouais. Ça, ce serait quand même chouette et on pourrait voir ça. Et puis, il y aura quelque chose, effectivement, je vois, c'est mentionné là, par LM Listo. Il y aura un petit hélicoptère de démonstration, un espèce de drone qui est actuellement sous le ventre du rover. Donc, quand elle va se poser, il faudra faire descendre le petit hélicoptère. Alors, c'est un petit instrument de démonstration, mais c'est chouette quand même. Alors, vous allez me dire comment on fait voler un hélicoptère sur Mars. La raison pour laquelle on peut se poser la question, c'est que sur Mars, l'atmosphère est très, très peu dense. Elle est vraiment, la pression à la surface, c'est à peu près 100 fois plus faible que sur Terre, donc la densité est 100 fois plus faible. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on a mis une très grande hélice de 1,20 m de diamètre, qu'on fait tourner très, très vite, à plus de 2000 tours minute. Donc, sur Terre, ça fait un gros barouf, là, quand on le teste dans les chambres spéciales où on peut simuler l'environnement de Mars. Et là, on arrive à voler, la gravité un peu plus faible, ça aide. Et sur ce petit hélicoptère, il y aura une petite caméra qui pourra prendre des images et qui fera comme ça des vols de 1 minute ou 2 maximum. Et normalement, l'hélicoptère ne devrait pas être très solide et être capable de survivre plus de quelques dizaines de jours. Mais bon, on verra, il y a toujours des bonnes surprises avec les grands petits robots qui sont créés par la NASA sur Mars. Et donc mettre en avant quand même ce qui est un exploit technique, parce que, comme vous le disiez, faire voler un hélicoptère dans une atmosphère extraterrestre, on ne l'a jamais fait. Non, on a fait voler des ballons sur Vénus, mais là, c'était beaucoup plus facile. On a fait atterrir des différents engins, ce qui demande un peu de pilotage avec un parachute. Par exemple, Persévérance, l'air de rien, il rentre dans l'atmosphère à très, très grande vitesse. Et puis, à un moment donné, il a une phase de vol, entre guillemets. Alors, c'est une forme de capsule, vous voyez. Mais cette capsule va, à un moment donné, avoir une espèce de vol horizontal pour piloter un peu sa trajectoire. Donc, il y a une petite notion de vol, mais on est très loin de ce que peut faire un hélicoptère. Par contre, ce qu'on peut ajouter, puisqu'on peut avoir une discussion qui part tout azimut, c'est que c'est un précurseur d'une mission absolument extraordinaire qu'on va lancer normalement dans 6 ans, en 2027, vers une lune de Saturne qui s'appelle Titan, sur lequel il y a une épaisse atmosphère d'azote. Et là, on aura un vrai drone avec 8 hélices de plus de 100 kilos et qui va se promener sur Titan. Donc là, on aura un espèce d'engin hélicoptère complet, un robot, non pas à roulette, mais à hélice. Et ce sera assez formidable. Là, c'est Star Wars. Elle s'appelle Dragonfly, libellule. Il y a quelques commentaires là, par exemple Nid qui dit mais comment on fait pour reproduire l'environnement de Mars sur Terre, parce qu'il faut bien faire ça pour tester les équipements dont on vient de parler. C'est une très bonne question. Alors, il y a 2 problèmes à reproduire. Le premier, c'est tout ce qui concerne température, pression, composition de l'atmosphère. Donc, on est typiquement sur Mars, la surface va monter à 10-20 degrés la journée. Par contre, la nuit suivante, on va avoir moins 80 degrés. Je vous ai dit, c'est une fine atmosphère essentiellement composée de dioxyde de carbone. Donc, assez souvent, on prend des chambres spéciales. À la NASA, là où je travaillais, il y en avait une assez grande, où on pouvait faire baisser la pression, on pouvait presque baisser la température, et on reproduit pas mal la densité, etc. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile à représenter, c'est la gravité. La gravité est à peu près 3 fois plus faible que sur Terre. Donc, pour ce qui concerne les tests de l'hélicoptère, là, on a simplement allégé, on a enlevé les batteries, on a juste mis un petit fil, et on arrivait à peu près à reproduire le vol de l'hélicoptère. Il avait à peu près le poids qu'avait l'engin sur Mars.
dans l'atmosphère martienne, mais ce n'était pas exactement quand même la gravité martienne. Alors, pour vraiment imiter la gravité martienne, c'est très difficile. On le fait des fois pour certaines expériences dans des avions. Tout le monde a déjà entendu parler, vous savez, les avions, ce qu'on appelle 0G, où s'entraînent les astronautes en apesanteur. Alors, des fois, on fait des vols spéciaux où on reproduit la gravité, non pas à zéro, mais la gravité de Mars. C'est l'avion qui est un Airbus, hein, va monter selon une forme de cloche et puis il retombe d'un coup, ce qui fait que pendant quelques secondes à l'intérieur de l'avion, on flotte comme si on était en état d'apesanteur. Il y a des questions par rapport toujours autour du rover sur les capteurs qu'il va embarquer, parce qu'on imagine que ça va être une vraie cocotte minute. Enfin, je veux dire, plein de capteurs, plein d'instruments. Et je complète cette question, c'est que je crois qu'une des spécificités de Persévérance, c'est qu'il va creuser assez profond dans le sol martien pour pouvoir conserver des échantillons qui, plus tard, via une autre mission, devront être renvoyés sur Terre. Alors, donc Persévérance ressemble beaucoup à Curiosity, mais j'ai mentionné tout à l'heure que les instruments scientifiques étaient différents. L'essentiel se trouve sur l'espèce de gros bras. Il a un gros bras télécommandé, et puis au bout, il y a plein d'instruments qui sont un peu nouveaux. Alors, vous avez par exemple un microscope, vous avez un système d'analyse. Alors, après, c'est des techniques d'analyse un peu sophistiquées, Raman, etc. Le plus important à mentionner, je dirais, c'est un système d'instruments, un ensemble d'instruments qui s'appelle SuperCam, parce qu'il est fourni plus qu'à moitié ou à moitié par mes collègues français de Toulouse, qui font le laser. Vous savez, c'est ce fameux instrument qui tire un laser, ce qu'on appelle l'analyse par ablation laser. On tire un laser de puissance dans un caillou, ça vaporise, ça fait un flash, ça vaporise un petit peu la roche, et en regardant le spectre de ce flash, on peut récupérer, on peut mesurer la composition élémentaire de ce que l'on voit. Mais la version SuperCam est plus sophistiquée que ce qu'il y avait sur Curiosity, ce qui s'appelait ChemCam. Et là, il y a aussi un spectromètre qui va faire la spectroscopie de la roche sans le laser. Vous avez aussi un microphone français qui va pour la première fois enregistrer le son. Alors ça, le but officiel, c'est génial, ça. Ouais, le but officiel, c'est de mesurer le bruit que fait le laser quand il vaporise la roche. Pchit. Mais ce faisant, on va pouvoir enregistrer déjà les bruits du rover, les différents moteurs qui s'activent, et puis peut-être un peu le vent, le criblage de la poussière. L'atmosphère sur Mars est très poussiéreuse. Les vents soulèvent la poussière comme ça. Et donc, on pourra peut-être enregistrer ça. On aura peut-être des surprises. On entendra peut-être, je sais pas, du tonnerre au loin. Bon, j'y crois pas trop. Hein. Mais peut-être des météorites, quand les météorites tombent, les ondes de choc. Il y en a une grosse, ouais, pourquoi pas. Ouais. Bon, en tout cas, on n'aura plus besoin de Ridley Scott. Dans quelques années, on va avoir les images directement du producteur au consommateur. Allez voir les images qu'ont prises les différents robots qu'on a envoyés sur Mars ou autour de Mars. Là, par bien des aspects, ce qu'on fait déjà, les aventures de nos robots, pas seulement Curiosity, mais avant, il y avait d'autres rovers comme Opportunity ou Spirit, voire, moi, je m'occupe d'un atterrisseur avec d'autres qui s'appelle InSight, sur lequel il y a une très forte participation française aussi. Oui. C'est des belles aventures et voilà, on vit sur Mars un petit peu et ça dépasse un peu la science-fiction parfois. Voilà, InSight, c'est ce capteur qui est déjà sur Mars et qui est spécialisé sur les ondes sismiques, qui permet de savoir un petit peu si Mars est une planète vivante, c'est-à-dire s'il y a une géologie active à l'intérieur ou ce qui est le cas, je crois, hein, ou si c'est au contraire un astre mort. Voilà, c'est même... Alors, InSight, donc c'est un atterrisseur qui s'est posé en novembre 2018, donc à la dernière opportunité, la dernière fenêtre. Et effectivement, parmi les instruments, l'instrument principal, c'est ce fameux sismomètre. Et je dirais que non seulement ce sismomètre, il est là pour mesurer les tremblements de Mars, mais l'idée, c'est pas tellement de savoir s'il y a des tremblements de Mars. L'idée, c'est que, comme sur Terre d'ailleurs, hein, quand il y a un tremblement de Mars quelque part, il envoie des ondes à l'intérieur de Mars, et ça sert un peu comme on fait en échographie, vous savez, dans la médecine, ça éclaire l'intérieur de la planète. Et ça permet de voir s'il y a un noyau, comment est le manteau. Et sur Terre, c'est comme ça qu'on a appris, on a tous vu dans les livres de sciences naturelles, on voit la coupe de la Terre avec le noyau, la graine, le cœur. On se dit, mais comment ils savent ça? Ils ont creusé un trou? Bah non. En fait, tout ça, on l'a appris en regardant comment les ondes sismiques passent à travers le cœur de la planète et nous ont permis de vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Alors, pour l'instant, on n'avait que l'exemple de la Terre, un peu l'exemple de la Lune, et maintenant, avec Mars, on a un nouvel exemple, et c'est très important. Ça va au-delà de simplement connaître juste si Mars tremble. Là, ça permettra, par exemple, je dirais,
quand on aura vraiment rassemblé toutes les données, bah, on aura une meilleure compréhension de comment se forment les planètes. Et ça, c'est important. Alors, quelques questions. Fabien Recourt demande si la colonisation de Mars à la sauce d'Elon Musk et compagnie est crédible. On va en parler tout à l'heure, Fabien. Il faut rester avec nous, on va en parler tout à l'heure. Une autre question par rapport aux météorites qui ont été évoquées. Est-ce que c'est plus fréquent, demande Grou17, est-ce que c'est plus fréquent que sur Terre la tombée de grosses météorites sur Mars? A priori, il n'y a pas de raison, non? Alors, il y a pas de raison, mais quand même. Ah, Ce qu'on peut dire, c'est que quand même l'atmosphère est un petit peu plus fine, ce qui fait que il y a, souvent sur Terre, on a des belles météorites qui tombent, elles accélèrent, et puis vers 100, soit, même les grosses, elles finissent par exploser. C'est rare qu'elles arrivent à la surface. Tandis que sur Mars, eh bien, on a comme une atmosphère plus fine, donc elles vont pouvoir percuter la surface et on va retrouver des morceaux. Par ailleurs, la surface de Mars, que l'on voit un peu là derrière nous, est beaucoup plus ancienne que sur Terre. Sur Terre, il y a beaucoup d'érosion, il y a aussi un phénomène qui s'appelle la tectonique des plaques, ce qui fait que la surface est sans cesse renouvelée par de la lave, il y a beaucoup de... Donc finalement, sur Terre, on trouve peu de traces d'anciens impacts de météorites qui ont creusé des cratères. Alors que sur Mars, il y a au moins la moitié de la planète qui date de plus de 3 milliards d'années, et on voit partout des traces d'impact. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de... Il y a eu beaucoup d'impact. Et en réalité, dernier point, un petit peu comme sur Terre, si vous allez dans un désert, vous vous promenez, vous avez des chances, plus de chances que si vous vous promenez dans une forêt, de trouver un caillou tout seul, isolé, en fait, c'est une météorite. Sur Mars, en fait, avec les rovers, quand on se promène, assez souvent, on croise une météorite. On se dit, mais c'est quoi ce caillou? Il est très bizarre. On s'approche, et en fait, c'est une météorite ferreuse, où on voit que c'est une météorite. Et on en trouve assez souvent sur Mars, juste en faisant quelques kilomètres avec les rovers. Donc, en fait, il y a quand même plus de météorites sur Mars, effectivement, même alors s'il n'en tombe pas plus. les sismomètres dont on parlait, il y a un des internautes demande si ça serait intéressant d'en avoir plus d'un, parce que là, on n'en a qu'un seul. Oh, ça, c'est une bonne question. Alors, c'est très intéressant. Pendant très longtemps, en fait, mon collègue Philippe Lognonnet, qui est vraiment l'âme de ce projet-là, qui est donc ce qu'on appelle dans notre jargon le PI, donc le responsable scientifique, le Principal Investigator, du sismomètre, et pendant des années, il a dit c'est pas la peine d'en envoyer un, il faut en envoyer plusieurs. Comme ça, on aura un réseau et on va pouvoir on aura une vision 3D de ce qui se passe. Quand il y aura un tremblement de Mars, par exemple, on saura d'où il vient, on pourra par triangulation repérer et puis vraiment bien comprendre. Et puis finalement, il s'est rendu compte que eh bien, avec toutes les méthodes qui ont été accumulées dans cette science très particulière qu'est la sismologie, avec un sismomètre, on peut énormément apprendre. Et finalement, ils ont proposé ce projet avec un seul sismomètre, un seul atterrisseur. Et là, ce qu'ils ont fait comme compromis, c'est au lieu de mettre trois ou quatre sismomètres, mais pas très bien posés, ils ont fait un petit chef-d'œuvre technologique qu'ils ont vraiment posé soigneusement au sol, protégé pour être sûr qu'il n'y ait pas de bruit du tout, qu'il soit ultra sensible, et il est ultra sensible, croyez-moi. Et donc, en fait, la science est meilleure en faisant ça. Un très bon, assez gros sismomètre ultra précis tout seul. Alors évidemment, si on en avait 100 autour de Mars, ce serait mieux. Hein. Ça fait rêver, parce que rappelez-nous quand même la distance entre la Terre et Mars. Alors, ça, c'est toujours une question pas facile parce qu'elle varie. Elle varie, Quand elle varie. Mars est au plus près, en gros, elle est à 50 millions de kilomètres. Alors, ça veut dire quoi? En gros, le Soleil et la Terre sont à 150 millions de kilomètres. On appelle ça une unité astronomique. 8 minutes lumière. Donc, quand Mars est au plus près, là, quand les deux astres sont alignés avec le Soleil, quand Mars vraiment la Terre passe au plus près de Mars, plus exactement, il y a à peu près 50 millions de kilomètres, 4 minutes lumière, donc le signal radio met 4 minutes aller, 4 minutes retour. Mais par contre, à un moment donné, Mars va se retrouver de l'autre côté du Soleil. Si vous faites votre calcul, ça fera à peu près un peu plus de 200 millions de kilomètres. Et là, il y a plus de 20 minutes, plus de 20-25 minutes aller radio, donc le signal radio met beaucoup de temps. Ouais. Voilà, et malgré ces distances pharaoniques, enfin extraordinaires, on arrive à un travail de précision pareil. Moi qui ai du mal à poser une étagère, chez moi, ça me fait rêver. Il y a un des internautes qui nous dit, est-ce que les vidéos seront visibles sur une plateforme? Oui, tout l'entretien avec François Forget, vous pourrez le retrouver en replay sur le site de Sciences et Avenir. Peut-être même dès demain, on va voir si on mouline très très fort. N'oubliez pas non plus de suivre notre chaîne Twitch, si vous voulez savoir quels seront les sujets qui seront abordés dans les semaines qui viennent. François Forget, on a dit qu'il y avait trois
mission martienne qui était partie l'année dernière en 2020 et qui allait arriver début février sur Mars. On a parlé longuement de Mars 2020. Il y a aussi une mission chinoise, alors qui a un nom chinois évidemment, mais c'est très joli quand on le traduit, ça s'appelle Question au ciel 1. Et là, c'est une mission dont on sait un petit peu de choses, mais enfin, avec les Chinois, on ne sait pas toujours beaucoup de choses. Hein. Alors, ça s'appelle Tianwen 1. Alors, je ne sais pas comment on dit 1 en chinois. J'ai un peu travaillé dessus. Ouais, on a eu et on a collaboré avec les ingénieurs en fait qui pour toujours, je l'ai mentionné tout à l'heure, ce problème d'atterrir sur Mars en passant par l'atmosphère et de connaître la turbulence, la météo, c'est un peu une de nos spécialités. Donc on a eu des ingénieurs chinois qui sont venus quelques semaines dans notre laboratoire hein, pour préparer leur atterrissage. J'espère que ça va marcher. Alors c'est une mission super ambitieuse. Hein. Ils n'ont jamais été autour de Mars. Là ils envoient un énorme engin. Ils vont se mettre en orbite normalement le 10. En orbite autour de Mars, donc ils vont freiner en arrivant, se mettre en orbite, et puis dans quelques semaines, quelques mois, une partie va se détacher et va aller se poser sur Mars. Donc c'est un atterrisseur, un gros atterrisseur avec 3 pieds, et puis dessus, installé dessus, il y a un rover à roulettes qui va descendre une rampe et aller se promener un petit peu comme ils ont déjà fait sur la Lune. Donc avec lapin de jade. Le lapin de jade. Alors là, j'ai oublié le nom du rover lui-même, je ne sais pas s'il a déjà été baptisé. Et donc c'est alors après tout ça est avec des instruments à la fois classiques mais ambitieux, hein, radar, des caméras, ça va être assez extraordinaire. Et c'est vrai qu'ils ont fait, ils n'ont pas beaucoup communiqué. Alors vu de l'intérieur, j'ai appris quelques petites choses, mais il n'y a pas une très forte communication. Mais bon, c'est souvent le cas avec les missions chinoises, mais on en découvre. Alors, si vous parlez chinois, vous avez plein d'informations. Hein. Non, mais ils ont une vraie grosse communication vers le peuple chinois, ce qui est tout à fait normal. Troisième mission, c'est la sonde HOP, la sonde HOP Espoir, qui est partie le 19 juillet. Alors là, c'est la première fois, c'est la première mission interplanétaire d'un pays arabe, puisque c'est une sonde qui a été développée par les Émirats arabes unis. Alors, de vrais objectifs scientifiques, mais aussi valeur de symbole, hein, puisqu'elle doit arriver sur Mars pour fêter l'indépendance du pays d'avec le Royaume-Uni. Là, je crois que ça a aussi bénéficié d'une collaboration française, hein, le développement de HOP. Alors, pas tout à fait. Ah. Alors, donc cette mission, HOPE ou Al-Amal en arabe, c'est une mission, alors je connais bien parce qu'effectivement, j'ai la chance d'être dans l'équipe scientifique, mais la collaboration française, la contribution française s'arrête là. D'accord. Et donc, c'est pas énorme non plus. D'accord. En fait, j'ai eu la chance d'être invité dans ce projet avec des collègues américains pour avoir notre expertise. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils ont été astucieux dans le développement de cette mission, c'est-à-dire qu'ils font pas tout eux-mêmes. On ne peut pas partir comme ça de zéro et envoyer une mission vers Mars. Donc, ils sont associés, mais ils ont été quand même une volonté d'apprendre et de faire les choses quand même par eux-mêmes. Ils n'ont pas acheté ou payé une société industrielle du spatial comme ils auraient pu faire. Ils ne sont pas associés à une agence spatiale comme le CNES, l'ESA ou la NASA. Ils ont travaillé avec des universités, donc des universités américaines, des universités, chez nous, notre université française. Et sur cette base-là, ils ont fait ce projet. Et moi, ce que j'apprécie dans ce projet, c'est que il y a effectivement, au début, j'aurais pu m'inquiéter qu'il y avait ce petit côté propagande, un peu, un peu comme on voit parfois à Dubaï, la plus grande tour du monde, etc. Mais pas du tout. Ils avaient dès le début, enfin pas du tout, si, il y a cette idée propagande, mais ce qu'ils veulent mettre en avant, c'est qu'ils veulent vraiment faire de la vraie science. Ils n'ont pas du tout envie de faire des films spectaculaires. Dès le début, ils ont dit non, nous ce qu'on veut, c'est contribuer vraiment à l'enquête scientifique, ce qui fait qu'ils ont trouvé, tout en ayant une sonde spatiale para-révolutionnaire, ça aurait été difficile de faire quelque chose de complètement nouveau par rapport à ce que peut faire la NASA, mais en choisissant une orbite astucieuse. En gros, on se met à peu près au niveau de l'équateur, à assez grande distance de Mars, et on va observer le Mars d'une manière sans précédent. À grande distance, on va avoir des globes, et pour la science qui m'intéresse, qui est le cœur vraiment du projet, donc la climatologie, la météo, on va pouvoir vraiment combler des trous dans la raquette des observations dont on dispose pour résoudre certaines énigmes. Donc, ça va être vraiment une des meilleures missions pour étudier le climat, l'atmosphère. Et donc, j'ai trouvé ça très motivant. Par ailleurs, il y a des aspects intéressants dans cette mission-là, c'est qu'il
il faut le savoir, moi je l'ai découvert avec certaines surprises et bon, j'étais plutôt content. Il y a un biais culturel aux Émirats arabes unis qui fait qu'ils ont toujours promu l'éducation des femmes. Et le biais culturel qu'il y a, qui est un peu inverse de chez nous, c'est que dans les sciences physiques, informatiques, etc., c'est surtout des femmes. Donc l'équipe scientifique est essentiellement féminine. La chef, la grande chef, qui s'appelle Sarah Ameri, très charismatique, c'est une jeune femme. Et donc, souvent, quand on a des réunions où on a des contributions américaines, françaises, nous, on est surtout des hommes, et puis en face, c'est surtout des femmes. Donc, c'est une surprise. Bon, ben, ça nous fait plaisir, ça, ce que vous dites, François Forget, parce qu'à Sciences et Avenir, la recherche, on est très attentif à la promotion de la place des femmes dans les sciences. J'avoue que je n'ai pas le temps de lire toutes les questions, ça fuit, c'est fort extraordinaire. Désolé. Oui, alors il y a question de radioactivité. Alors, j'ai pas bien suivi, j'ai pas pu suivre non plus. Peut-être que ça va être redit ou reformulé. François Forget, comme les 3 mousquetaires, les 3 missions martiennes, en fait, elles étaient 4, ou elles auraient dû être 4. Il y avait une 4e mission martienne qui devait partir en 2020 et qui finalement a été annulée au dernier moment. Hein. C'est ExoMars, la mission russo-européenne, qui avait des problèmes techniques. Vous l'avez dit, quand on rentre dans l'atmosphère de Mars, il faut faire en sorte qu'on ne s'écrase pas quand on arrive au sol. Donc, il y a des parachutes qui sont déployés. Et là, il y a eu un couac dans les parachutes. Ouais, merci pour cette question. Alors, donc on a effectivement une mission européenne de longue date, très ambitieuse, pour laquelle on s'est associé avec les Russes, qui s'appelle ExoMars, maintenant 2022, et avec le rover qui s'appelle Rosalind Franklin. Et alors, il y a écrit RIP ExoMars. Non, elle n'est pas RIP, ExoMars. Elle va revenir, elle revient en 2022. Non, elle va, on va la lancer donc la prochaine. C'est bien simple, hein, si on ratait la fenêtre de lancement de juillet 2020, tout de suite, ça nous mettait à l'automne 2022 pour le lancement suivant. Donc, c'est ce qu'on va faire. Si vous voulez tous les détails, les problèmes qu'on a eus, c'était pas seulement le parachute, il y avait aussi des petits problèmes dans le système de moteur de descente. Je ne sais pas si j'ai le droit de tout raconter trop de détails, mais en tout cas, après, avec le Covid, en plus, qui est arrivé au moment où justement il fallait être à flux tendu et on avait les ingénieurs, mais je suis ça, avaient un plan de travail extrêmement tendu, 3-8, tout le monde à fond pour pas rater la fenêtre de lancement. On a décidé d'abandonner, de retarder le projet. Bon, j'espère qu'il se fera dans les meilleures conditions en 2022. Alors, je rappelle donc un gros atterrisseur, plusieurs tonnes, qui se pose et dessus un rover européen, donc Rosalind Franklin, avec plein de contributions françaises, donc plein de collègues français qui seront à fond, nous aussi, et il va donc se promener et explorer une région très 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 ancienne de Mars, bien plus ancienne que ce qu'on n'a jamais exploré, avec beaucoup d'argile, des roches qui ont vraiment qui ont été imbibées d'eau. Et puis ce qui est très original, c'est que par rapport au rover américain, c'est qu'on va avoir un système de forage pour aller chercher des échantillons à 2 mètres de profondeur. Alors, il n'y a rien de spécial à 2 mètres de profondeur. On ne va pas trouver une nappe d'eau liquide ou des ruisseaux. Par contre, à 2 mètres de profondeur, on pense trouver dans ces roches très anciennes des échantillons qui ont été protégés du rayonnement venu de l'espace, des molécules un peu agressives qu'on trouve dans l'atmosphère et donc qui ont été bien mieux préservées, notamment pour ce qui concerne ce qui nous intéresse, nous, par exemple, les molécules organiques, qui pourraient être des molécules fossiles témoins d'une vie qui aurait pu se développer il y a des milliards d'années. C'est ça la grande question qu'on se pose sur Mars. Il y a des milliards d'années sur Mars. Il y avait des lacs et des rivières. Est-ce que la vie est apparue? Donc, on mène l'enquête. Et là, c'est une nouvelle manière de mener l'enquête, d'aller chercher des échantillons bien préservés qui ont été au frigo pendant des milliards d'années.